Je rappelle que vous avez lancé le 8 septembre dernier un plan d'action et mobilisation sur les réseaux sociaux appelé Sexisme pas notre genre. Avant de commencer un petit peu à parler de ce plan d'action, j'aimerais savoir un petit peu comment vous définiriez le sexisme. Parce que c'est une notion très utilisée, mais finalement il n'y a pas tellement de définition. Je ne sais pas comment vous l'avez. Le sexisme, c'est un ensemble de stéréotypes, de comportements, d'attitudes qui visent à déstabiliser les femmes et à les ramener continuellement à leur identité de femme. C'est-à-dire que le sexisme consiste à toujours regarder une femme, non pas comme une personne qui, par exemple, expose quels sont les résultats financiers de l'entreprise, comme une personne qui conduit le bus parce qu'elle est conductrice de bus, mais à la regarder d'abord à travers le fait qu'elle est une femme. Ce qui n'est pas la même chose pour les hommes dans des situations identiques. On ne se dit pas, tiens, un homme présente les résultats financiers, ou tiens, un homme conduit le bus. On se dit, tiens, quelqu'un conduit le bus. Et le sexisme, c'est tout ça, c'est les commentaires constants, et qui d'ailleurs en sont le corollaire, sur le physique des femmes, leur tenue vestimentaire, leur manière d'être. Le sexisme, c'est probablement un ensemble de comportements extrêmement ancrés, séculaires dans les cerveaux, qui ramènent les femmes en permanence à ce qui était leur rôle d'hier et les empêchent d'avancer vers ce qu'elles veulent faire aujourd'hui. D'accord, ok. Cette campagne s'appuie sur des chiffres issus de l'étude du CSA, Perception de l'égalité entre les femmes et les hommes en France, qui interroge 3 échantillons d'hommes et de femmes âgés de 15 ans et plus. Dans ces chiffres, y a-t-il des constats qui vous ont étonné ou choqué ? Dans ces chiffres, il y a plusieurs constats que je pourrais classer en 3 catégories. D'abord, le fait que les femmes disent que c'est sur leur lieu de travail qu'elles sont le plus souvent exposées à des attitudes sexistes ou à des situations que j'ai qualifiées dans l'enquête, puisque c'est une enquête CSA, Ministère des droits des femmes, que j'ai qualifiées de situations embarrassantes ou très embarrassantes. Ça va des remarques sur leur tenue vestimentaire jusqu'à des situations de harcèlement. Donc le travail est un lieu où les femmes s'exposent à se confronter au sexisme. La deuxième remarque, c'est constater que 60% des jeunes filles ont changé soit leur manière de s'habiller, soit leur occupation, les lieux où elles vont pour se mettre à l'abri du sexisme. Donc il y a une espèce d'uniformisation. Les jeunes filles intègrent le fait qu'il y a des endroits où elles vont particulièrement s'exposer à des commentaires sexistes et des tenues dans lesquelles elles vont particulièrement s'exposer à des commentaires sexistes. Alors parfois même elles cumulent, elles s'habillent de manière neutre, déféminisée, et elles ne fréquentent plus certains endroits. Ça, c'est quand même une restriction de la liberté d'aller et venir des femmes et des jeunes filles qui est particulièrement discriminatoire. Je ne connais pas de garçons qui racontent qu'ils ont cessé de mettre des pantalons serrés, des pantalons cigarettes ou des pantalons pattes d'éléphant parce que dans tel endroit ils essuyaient des remarques sexistes. Voilà, ça n'arrive qu'aux femmes, des choses comme ça. Donc ça, et puis après il y a des choses très encourageantes qui sont à la fois une majorité de femmes et encore plus de jeunes qui se définissent comme féministes, une bonne compréhension par les sondés de ce qu'est le féminisme, c'est-à-dire que le féminisme c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est pas l'inversion des rôles et la revanche des femmes sur les hommes. Tout le monde a très bien compris ça. On vous donnera, si vous voulez, tous les chiffres si vous les insérez. Et puis également, dans les résultats encourageants, une forte attente à l'égard des pouvoirs publics et puis également une disponibilité pour combattre le sexisme. Et d'ailleurs, j'observe que depuis qu'on a lancé la campagne depuis 8 septembre, il n'y a pas un jour sans que la question du sexisme vienne dans le débat public, dans les médias, d'une façon ou d'une autre. Tantôt c'est à travers les inégalités salariales, tantôt c'est sur les violences, tantôt c'est sur le sexisme dans certaines professions particulièrement, tantôt c'est le harcèlement. C'est le sexisme aux États-Unis aussi, ce qui est la preuve que
je ne sais pas s'il y a 15 ans, la dimension, le reproche qui est fait à Trump sur le sexisme aurait été aussi disqualifiante qu'elle l'est pour lui aujourd'hui. Bref, ce que je ressens, qui est dans l'enquête, qui est surtout dans ma perception, c'est que les femmes sont un peu fatiguées d'attendre que les choses avancent par elles-mêmes et que les lois fassent leur œuvre. Elles trouvent que le temps, ça prend trop de temps. Elles sont très en colère de devoir encore subir un sexisme qui vise à les déstabiliser. Et elles sont mobilisées pour continuer de poursuivre leur vie et leur combat pour l'égalité. Donc de cette enquête, je tire deux choses, des constats qui sont rudes, voilà, des constats rudes, et puis en même temps une envie de se mobiliser pour faire reculer le sexisme. D'accord. Oui, bah justement, le but de cette campagne, c'est de dénoncer les comportements sexistes, mais aussi les résultats encourageants. J'aimerais savoir, puisque la campagne est lancée pour 6 mois jusqu'au 8 mars 2017, donc j'aimerais savoir, après le 8 mars, quels sont les objectifs à long terme, comment retranscrire toutes les initiatives qui ont été partagées. Alors effectivement, pendant 6 mois, l'idée c'est de saturer l'espace public et médiatique en parlant des femmes, des inégalités, des discriminations et du sexisme. Et pour cela, on a un collectif qui labellise toute une série d'initiatives pour montrer que ce ne sont pas simplement des affaires de ce qu'on appelle dans le jargon des têtes de réseau, c'est-à-dire un peu parisiennes, mais que partout sur le territoire, il y a des rendez-vous qui sont donnés, des moments qui sont consacrés, des associations qui font des choses pour justement faire reculer la misogynie. Et donc on labellise toutes ces initiatives et on se rendra compte ainsi qu'il se passe beaucoup de choses sur les territoires en matière de lutte contre le sexisme ou la misogynie. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est qu'est-ce qui va se passer après le 8 mars. Nous, on a lancé une campagne de 6 mois, mais bien entendu, on ne va pas dire, à la fin de la campagne, on ne va pas dire soit c'est bon, le sexisme, c'est fini, on lui a tordu le cou et on n'en parle plus, ça ne sera pas le cas. Ni non plus dire, bon, bah, maintenant, on change de sujet, on passe à autre chose. Ce que j'espère, ce que j'attends de cette campagne, c'est qu'elle ait contribué à rendre les femmes plus fortes, plus visibles dans leurs engagements et dans leurs combats, qu'elle ait contribué également à les aider à se mettre en réseau, et qu'il reste de cette mobilisation de la société civile, qui est à la fois le groupe qui a lancé la campagne. Je ne l'ai pas lancée toute seule, ce n'est pas un plan ministériel, c'est une campagne qui a été lancée avec une trentaine d'associations et de personnalités, qui va permettre à tous ces réseaux qui existent déjà de se croiser avec les autres réseaux. Et ce que j'espère, c'est qu'à la fin, on aura une force importante qui sera capable de continuer de se mobiliser, d'être disponible, d'être réactive et de revendiquer, parce que c'est une affaire de société civile. Combattre le sexisme, faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est un double mouvement. C'est à la fois les lois, les dispositifs, les budgets, ce que je porte. Mon budget augmente encore cette année de 8%, ce qui est très bien. Donc voilà, c'est pas un budget énorme au départ, j'en ai bien conscience. Mais entre 2012 et 2017, il aura augmenté de 50% au total. Donc c'est des moyens supplémentaires qui sont consacrés à l'égalité. Et puis aussi, c'est un engagement de public, collectif en faveur de l'égalité. Mais les lois ne suffisent pas, il faut que la société se mette en mouvement elle-même, il faut que la société soit active pour faire reculer le sexisme et la misogynie. Et le but de cette campagne, c'est justement de créer une plus grande fluidité entre les politiques publiques et la société mobilisée, de façon à ce que la société mobilisée facilite et impulse l'évolution des politiques publiques et que l'évolution des politiques publiques contribue aussi à mobiliser la société. Moi, je ne suis quand on prend une mesure nouvelle et qu'on dit bon ben voilà c'est fini, les associations, les mouvements qui l'ont porté se démobilisent, je ne suis pas heureuse. Mon but c'est pas de démobiliser la société en satisfaisant les revendications. Mon but c'est de faire avancer la société et de garder une société mobilisée parce qu'il y a une partie qui se joue qui est entre ses mains. D'accord, c'est très intéressant. Merci. Justement, oui, vous êtes connu pour votre engagement féministe depuis longtemps. Plus personnellement, est-ce qu'il y a une date ou un événement qui a motivé cet engagement au départ ?
En fait, je crois que j'ai été élevée, j'ai vécu dans un milieu qui était plutôt féministe. Chez moi, on lisait Simone de Beauvoir, les femmes lisaient Simone de Beauvoir, elles lisaient Benoît et Flora Groult, Albertine Sarrazin. Ça, c'était les lectures de mon adolescence et de mon milieu familial. Donc, il y avait quelque chose qui était dans l'évidence d'un féminisme, qui était un féminisme qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Si je regarde avec un peu de recul, les féministes des féministes mères de famille des années 70, elles acceptaient des compromis que peut-être des féministes des années 2015 n'accepteraient pas. Mais pour autant, la culture était une culture féministe. Et puis je crois que ce dont je peux me souvenir, un des faits générateurs, quand j'avais, je crois, peut-être 12-13 ans, j'avais une amie qui avait beaucoup de frères. On était tous dans la même tranche d'âge, qui avait beaucoup de frères. Et je me souviens, le matin, le week-end, j'allais la chercher pour aller se promener, pour aller marcher. J'habitais un peu à la campagne, enfin dans une banlieue, ce qu'on appelle aujourd'hui du urbain ou du périurbain. Et j'allais la chercher et elle me disait qu'avant d'aller se promener, il fallait qu'elle fasse les nids de ses frères. Il fallait qu'elle aide sa mère à faire les lits de ses frères. Et c'est nous. Ils ne peuvent pas faire leur lit, ces grands imbéciles, ils ne peuvent pas eux-mêmes faire leur lit. Et j'étais très choquée à l'idée que ce soit la mère et la sœur qui fassent les lits des garçons. Et pendant qu'ils se pavanaient je ne sais où, leur sœur faisait leur lit. Et là, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas dans la répartition des tâches domestiques et familiales. Il y a une surexploitation des femmes et des sœurs qui ne me convient pas du tout. Moi, je n'avais pas été élevée comme ça, donc je trouvais ça un peu... Et je crois que je me souviens... En fait, quand je vous le raconte, je m'en souviens, je revois la scène, les lieux, les circonstances, je peux la dater. Donc je crois que ça m'avait frappée. Et puis après, j'ai assez vite été confrontée avec bon nombre de situations qui me paraissaient parfaitement injustes et inégalitaires, ce qui a forgé mes convictions. Et puis en plus, on était dans la deuxième moitié des années 70, qui était une période où les féministes étaient actives, où il y avait du débat, il y avait des penseurs, des intellectuels. C'était l'époque où il y avait Gisèle Halimi, des grands procès, des grandes causes, l'avortement, le viol. Il y avait tout à conquérir à cette époque-là. Il y avait tout à conquérir en termes de droits. Et puis, moi, quand j'étais étudiante, un peu plus tard, j'étais étudiante dans mes 2 premières années de fac. J'étais dans un groupe qui était un groupe lié au MLF, avec toute une bande de copines. Et qu'est-ce qu'on arrive On s'amusait bien à être féministe à l'époque, parce qu'on en regardait tout le monde en disant on va vous montrer ce que vous êtes, on va vous dire. Voilà. Il y avait un petit côté extrêmement rentre-dedans, avec la société qui était très drôle, et des bandes de filles qui parlaient féministes, qui pensaient féministes, et puis une bande de garçons autour aussi qui essayaient de composer avec tout ça, de suivre, d'être un peu dans l'ambiance, mais jusqu'à un certain point seulement. Voilà. Et j'ai un souvenir quand j'étais étudiante, on était en colocation de plusieurs, et on était des militantes féministes, des militants de gauche, et on était un jour une douzaine de filles dans la salle de séjour. Il y a un garçon qui rentre, qui venait voir un copain qui coloquait avec nous, et il ouvre la porte, et il dit « Il n'y a personne ?» Non, nous ne sommes que 12 filles, mais tu as raison, il n'y a personne. Nous ne sommes personne. Voilà. Et donc, le garçon est reparti un peu sur la pointe des pieds. Voilà. En gros, on s'amusait beaucoup parce qu'on ne laissait rien passer. D'accord, ok. Voilà. Et on le faisait avec humour parce que, je vous ajoute une chose, les féministes ont souvent de l'humour. D'ailleurs, il faut voir, il suffit d'aller voir les spectacles, les one-woman shows, le nombre de jeunes actrices féministes qui ont écrit leurs pièces et qui sont des pièces extrêmement drôles, parfois très trash d'ailleurs. Je trouvais que les féministes des années 70 étaient trash, mais non, celles des années 2015, waouh, elles nous dépassent largement. Et pour voir qu'il y a un humour féministe. Et en fait, les féministes ont toujours été contraintes de parler avec humour parce que c'était la seule façon de se faire entendre. À défaut d'être drôle, on était immédiatement renvoyé dans le camp des grincheuses,
des mal baisés, des frustrés, et donc du coup on n'était pas audible. Donc les féministes ont toujours développé l'humour, et du coup nous-mêmes on s'amusait bien. D'accord. Et je continue. Et je continue bien m'amuser à être féministe. Mais donc depuis les années 70, on a gagné pas mal de droits. Pourtant, on a vu dans l'actualité récente de Pologne, par exemple, la tentative de limiter le droit à l'avortement. Est-ce que vous pensez que l'égalité homme-femme, les droits à l'égalité qui ont été acquis depuis les années 70, sont aujourd'hui remis en question un petit peu? En France, je ne pense pas que ces droits soient aujourd'hui menacés. En revanche, ce que l'on observe, c'est que les courants hostiles, que ce soit à l'avortement ou à l'égalité femmes-hommes, qui sont les courants par exemple anti-théorie du genre. C'est quoi être anti-théorie du genre? C'est simplement être contre l'égalité entre les filles et les garçons et contre la dénonciation des stéréotypes à l'école et dès le plus jeune âge. Donc tous ces courants-là n'ont jamais renoncé, ils n'ont jamais rendu les armes, ils sont toujours actifs, ils sont minoritaires et ils sont très bruyants. Et puis parfois ils peuvent aussi rencontrer d'autres courants qui sont plus récents, qui sont les courants intégristes, religieux, fondamentalistes, qui eux aussi, comme dans toutes les religions traditionnelles, s'opposent à l'égalité entre les femmes et les hommes, et surtout ont très peur également de l'indifférenciation des rôles. Donc on a des courants hostiles à l'égalité femmes-hommes qui sont présents dans le paysage politique et que je combats, par exemple, avec la proposition de loi sur l'extension du délit d'entrave en matière d'IVG au site internet qui donne des informations fausses et qui trompent les femmes. Donc, il faut toujours avoir en tête la phrase de Simone de Beauvoir qui disait « Il suffira d'une crise économique, sociale ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en cause. » Donc, il faut toujours avoir en tête que les droits des femmes sont la cible dans les crises. Et puis aussi que c'est pas consensuel l'égalité entre les femmes et les hommes, et il y a toujours des gens qui vont vouloir s'y atteler. Après, au plan plus européen ou planétaire, on a des mouvements contradictoires. On a d'une part des droits qui progressent dans un certain nombre de pays, et puis en même temps on voit les résistances. Ce qui s'est passé en Pologne en est la preuve, c'est-à-dire qu'il y a une tentative, déjà le droit à l'avortement en Pologne, c'est quasiment une fiction, parce qu'il est tellement restreint que le nombre d'avortements autorisés en Pologne est minuscule. Mais même ce droit restreint, ça a été encore de trop pour les opposants à l'IVG. Donc on a constaté d'une part qu'ils avaient tenté de restreindre ce droit, et en même temps ça avait suscité une forte mobilisation qui nous permet de dire qu'aujourd'hui, il est probable que les anti-IVG renoncent à leur proposition. Donc on voit bien qu'il y a les tentatives et la défense. Pareil, c'est la même chose au plan international. J'étais à l'ONU l'année dernière, enfin au mois de mars, et un des enjeux de l'ONU, femmes, c'était de savoir s'il fallait revoir la déclaration de Pékin en y ajoutant que les droits des femmes sont universels, virgule, sous réserve des coutumes et traditions locales. Et le sous réserve des coutumes et traditions locales est la petite phrase qui ôte tout universalisme aux droits des femmes, parce que ça veut dire que là on peut justifier l'excision, là on peut justifier le non-recours à la contraception, là on peut justifier la non-transmission de l'héritage aux femmes. Bref, c'est justement toute la question du féminisme, c'est justement de faire reculer les coutumes et les traditions dont on est tous issus. Il n'y a aucun ostracisme à l'égard d'une culture ou d'une religion particulière. Nous sommes toutes et tous issus de cultures et de traditions qui réservent aux femmes le plus mauvais sort et la plus mauvaise place. Donc faire reculer ces coutumes et traditions, c'est l'enjeu du féminisme. Donc évaluer, accommoder le féminisme à ces coutumes et traditions, c'est créer les conditions du recul ou du surplace. Voilà la réponse un peu nuancée que je peux faire à votre question. Ok, très bien. Et concernant la France et votre ministère, que pensez-vous qui serait le plus gros chantier auquel vous allez vous attaquer Alors, je m'attaque déjà à un gros chantier qui est le sexisme, parce que je pense que c'est l'obstacle à l'application des lois
sur l'égalité. En France, on a une loi sur l'égalité professionnelle, on a le droit de disposer de son corps, on a l'accès à l'IVG, à la contraception d'urgence qui est accessible, gratuite pour les mineurs, accessible pour tous. On a une loi sur l'égalité professionnelle, on a une loi sur la parité en politique. Et pour autant, nous constatons qu'il y a toujours à peu près 20-25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes, et toujours 25 ou 26% de femmes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est pas que les lois ne sont pas appliquées, c'est que les lois se heurtent à une forte résistance. C'est le sexisme, on s'attaque au sexisme. C'est pour faire appliquer les lois. Donc après, tous les chantiers sont importants. Je pense que celui qui est probablement ensuite le plus important, c'est celui de l'égalité professionnelle, parce que la liberté des femmes, c'est d'abord leur autonomie financière, et en les sous-payant par rapport aux hommes, on les maintient dans une domination. On limite leur capacité d'autonomie puisqu'elles ont moins d'argent. C'est important, mais tout est important. 200 000 femmes victimes de violences conjugales par an, c'est énorme et très important aussi. C'est pour ça que je lancerai au mois de novembre le 5e plan contre les violences faites aux femmes. L'égalité professionnelle, on a fait il y a 8 jours, la semaine de l'égalité professionnelle, les salaires. Donc tout est important, mais peut-être, je dirais, le triptyque, c'est sexisme, égalité professionnelle et violence. Et dans les violences, j'inclus le viol, qui est une espèce de... Le Conseil de l'égalité dit qu'il y a une culture du viol. Et quand on regarde tout ce qui a été dit à la suite de l'affaire Cyril Hanouna et Jean-Michel Lemaire, c'est vrai comment il s'appelle, Jean-Michel Lemaire, et du comportement qu'ils ont eu avec cette jeune femme, les commentaires après et leur défense sont très révélatrices d'une culture et d'une banalisation de l'agression sexuelle. En fait, cette jeune fille serait coupable parce qu'elle avait une tenue qui prêtait à ça. Ah bon ? Depuis quand la tenue des femmes ? Deuxièmement, ce qui était dit également, j'ai trouvé extraordinaire comme défense, c'est oui, mais je n'ai pas été plus loin parce qu'elle était maquée. Ah oui, donc les femmes qui sont la propriété de quelqu'un, on peut y faire un peu attention, mais les femmes qui sont libres, celles-là sont à tout le monde. Bref, il y a tout un ensemble, toute une culture comme ça du viol, du harcèlement, qui est aussi en France, enfin, et dans bon nombre de pays méditerranéens et latins, un sujet qui nourrit le harcèlement et les violences.